Alors, 12e édition du baromètre, je l'ai dit. Bon, déjà, je suis ravi de te retrouver, comme chaque année. Également. Et donc, 12e édition du baromètre, avec évidemment un certain nombre de confirmations, ça va de soi, mais aussi des nouveautés. Donc, il faut être, soyez bien vigilants jusqu'au bout. Et puis, comme l'a dit Laurent, n'hésitez pas à vous reporter aux anciennes éditions du baromètre pour voir les évolutions. Voilà. Donc, je te laisse démarrer avec la présentation, évidemment, comme il se doit, de la méthode. De la méthodologie. Alors, on a un attachement tous à ce baromètre. Il nous offre quand même la grande chance, compte tenu de ce que Laurent a rappelé tout à l'heure, de notre vie bouleversée par une actualité sans cesse à l'envers, d'une certaine manière. Ce baromètre nous offre aussi la chance, Olivier l'a dit, de découvrir des nouveautés, mais de s'inscrire dans le temps long. On le rappelle, c'est la 12e édition. On a, vous le verrez, des comparaisons qui remontent à 2015. Donc, on va pouvoir regarder ça dans la durée. Et c'est une grande satisfaction. On a aussi, vous le savez, à cœur de maintenir la même méthodologie chaque année pour pouvoir justement comparer les résultats. Donc, c'est une étude réalisée en ligne de manière très classique. Aujourd'hui, auprès d'internautes français âgés de 15 ans et plus, avec un échantillon bien évidemment représentatif de cette population d'internautes. Petit point de rappel sur les dates de terrain, c'est important, on est en fin d'année 2024, alors on est avant, vous l'avez tous en tête, l'épisode majeur actuel que nous avons connu à partir de début janvier, mais vous le verrez, on a déjà un climat quand même, ça a été rappelé ce matin par Laurent et la ministre, déjà un climat aussi un peu d'incertitude. Puis en France, il y avait eu le vote du budget qui avait été laborieux, enfin, il y avait un certain nombre d'épisodes, absolument. Exactement. Alors, effectivement, on le voit, une confiance qui peine à grandir en raison d'un sentiment d'escroquerie qui augmente. Alors j'ai envie de dire, on parlait des confirmations. Malheureusement, c'est une confirmation. Néanmoins, est-ce qu'il y a quand même un petit mieux ? Alors, on est effectivement dans la confirmation que la confiance dans l'utilisation d'Internet reste minoritaire. Vous le voyez s'afficher ici. Aujourd'hui, en cette année, fin d'année 2024, 44% de nos internautes interrogés disent avoir confiance dans l'utilisation d'Internet versus la majorité, donc 50% qui n'ont pas confiance. Je vous l'ai dit, on s'inscrit dans le temps long. Quand on regarde ce temps long, effectivement, on est sur un niveau, alors d'abord très stable par rapport à 2023, l'année précédente, mais finalement très stable depuis les dernières années. Donc, une confiance qui reste minoritaire. Alors certes, un peu au-delà de cette moyenne 2015-2024 qu'on a eu envie de recalculer, 41%, on est à 3 points au-dessus de cette moyenne sur les 9 éditions du baromètre, mais vous le voyez, ça reste assez encore largement minoritaire aujourd'hui. Oui. Alors pourquoi cette stabilité d'une certaine manière, On sait que les usages, eux, continuent à progresser et le paradoxe, c'est que la confiance, elle, est stable et on l'a vu plutôt minoritaire. Un des éléments très forts, très explicatifs de cette stabilité de la confiance, évidemment, c'est ce que vous voyez ici, c'est d'abord un sentiment que les escroqueries en ligne sont de plus en plus fréquentes. Vous voyez, les chiffres sont quand même assez édifiants, puisque quasiment 3/4 des internautes interrogés, 72%, nous disent que les escroqueries en ligne sont de plus en plus fréquentes. On est en augmentation de 8 points. 8 points, c'est dans un baromètre une évolution très très conséquente par rapport à 2023. Et vous le voyez, l'élément aussi nouveau, on parlait des plus jeunes tout à l'heure, alors c'est pas les plus jeunes, mais... Oui, parce qu'on voit les 25-34 ans plus 14 exactement, on peut s'étonner, non ? Qui sont nés avec digital natif, qui sont nés avec tout ça, qui ont grandi effectivement, qui ont passé leur adolescence et leurs premières années de jeunes adultes, on va dire, avec ces usages. Vous le voyez eux-mêmes. Déclarent effectivement une augmentation des escroqueries en ligne, plus 14 points, je disais 8 points, c'est important, plus 14 points dans cette génération qui a quand même effectivement vécu avec ces usages en ligne. Ça touche aussi les plus âgés, mais on a un phénomène de rattrapage effectivement de ce climat, on va dire, d'inquiétude, y compris dans les générations les plus jeunes. Peut-être parce qu'ils sont peut-être plus utilisateurs du net, forcément, il y a des probabilités d'escroquerie qui se multiplient. Et puis, ils sont plus utilisateurs et ils sont plus victimes, puisque la question suivante qui confirme ce qu'on vient de voir, on parlait là de sentiments, là on est sur une question plus précise, plus personnelle, puisqu'on leur demande s'ils ont déjà eux-mêmes été victimes d'une escroquerie en ligne, et vous le voyez, les chiffres, là encore, sont très parlants, 46% quasiment, 1 sur 2. 1 sur 2 aujourd'hui déclare avoir été victime d'une escroquerie en ligne. Là encore, augmentation de 8 points
par rapport à l'édition précédente du baromètre. Hein, donc on est vraiment à la fois dans un sentiment et dans un vécu qui sont à la hausse et de manière, encore une fois, très significative en l'espace de un an. Vous le voyez, dans les 46% qui nous disent oui, j'ai été victime, il y en a même 20 qui nous disent qu'ils l'ont été à plusieurs reprises. Hein, donc c'est quelque chose qui se répète, qui est vécu finalement très inquiétant, régulièrement dans la population des internautes. Alors le tableau il est assez clair. Hein. La principale escroquerie, ça reste le hameçonnage. Malheureusement, là encore, c'est, vous le voyez, quasiment la moitié de ceux qui ont été victimes disent qu'ils l'ont été par hameçonnage, avec là encore une augmentation de 9 points. Hein. Donc on n'est pas dans un moment où on se dit que tout ça commence à régresser ou d'une certaine manière se calmer. Il y a d'autres, vous le voyez, escroqueries dont nos internautes ont pu être victimes, arnaques ou malversations, spoofing, téléphonique, fraude bancaire sur Internet ou piratage de boîtes mail, avec des pourcentages, vous voyez, qui ne sont pas négligeables, hein, quel que soit le type d'escroquerie que l'on regarde. Alors spoofing, c'est peut-être plus de la crédulité. Hein, alors c'est de la crédulité, certes, mais on va voir hein, qu'il n'y a pas que de la crédulité, on va regarder juste après, c'est ça qui est intéressant. Dans le même temps, français mieux protégé, c'est plutôt rassurant quand même. Dans le même temps, alors est-ce qu'on sait à quoi il faut l'attribuer ? Dans le même temps, les Français nous disent oui, je suis bien informé et je me sens bien protégé. 63%, quasiment 2 tiers nous disent je suis bien informé, ça augmente un petit peu, vous le voyez. Petite augmentation aussi sur le sentiment d'être bien protégé avec 60% quasiment des Français. On est quand même en évolution, hein, si on regarde les chiffres au bas du graphique par rapport à 2022, on est plutôt sur une augmentation de 4-5 points en 2 ans. Hein. Donc ces sentiments d'information et de protection ont plutôt tendance à augmenter. Et le résultat quand même final sur la droite, vous le voyez, c'est que 3/4 répondent que oui, aujourd'hui, ils ont le sentiment de maîtriser les moyens d'agir. Alors, on est dans ce paradoxe. Hein. Et justement, l'information, pardon, je t'interromps, excuse-moi, on va en parler, évidemment, ça va être l'objet de la première table ronde, je l'ai dit tout à l'heure, avec des acteurs qui se mobilisent pour justement développer la confiance par l'information et la sensibilisation. Tout à fait. Donc, il y a quelque chose d'inquiétant, Olivier, tu le disais, dans ce sentiment de victimisation qu'ont les Français face aux escroqueries, mais dans le même temps, on le voit, il commence à y avoir une maturité quand même sur le sujet et des Français qui s'installent quand même dans les moyens de se protéger qu'on va regarder ensemble. On a fait une petite liste, vous la voyez ici, s'afficher finalement des leviers, des moyens efficaces pour justement se lutter contre toutes ces escroqueries. Vous le voyez, il y a beaucoup de choses qui marchent. Hein. Regardez les pourcentages, à minimum à 45% d'internautes qui nous disent c'est efficace, on monte jusqu'à 70% quasiment. Ouais. Donc il y a beaucoup de leviers qui sont perçus comme efficaces par nos internautes, au premier rang desquels, vous le voyez, la mise en place de l'authentification forte. On va y revenir tout à l'heure. C'est quelque chose qui, dans la période courte quand même, là je reviens plutôt aux dernières années, a quand même vraiment frappé les esprits, a marqué les Français et qui aujourd'hui est vraiment identifié comme le moyen le plus efficace pour se protéger. Dans les 68%, on le regarde toujours, nous en tant que techniciens des études, d'une certaine manière, dans les 68%, vous le voyez, il y a même un quart, 22%, qui nous disent même que c'est très efficace. Donc il y a vraiment une confiance, un regard très particulier qui est posé sur l'authentification forte. C'est pas le seul moyen, vous le voyez. 60% nous disent aussi que le développement des identités numériques, et on y reviendra aussi. C'est deux sujets aussi de la table ronde, de la seconde table ronde de la matinée, l'identité numérique et authentification, moyen de faire la preuve de son identité. Exactement. Avec là une petite augmentation même de 4 points là-dessus. On a encore un développement de l'authentification, cette fois-ci par reconnaissance faciale ou empreinte digitale, quasiment au même niveau à 58%. Donc, dans le même temps, ils se disent fragilisés d'une certaine manière, mais on voit bien qu'il y a quand même, dans la période récente, des moyens qui sont apparus et qui ont gagné en crédibilité aussi. Des technologies, donc des moyens techniques, vraiment. Oui, exactement. Ouais. Avec l'information qui reste, alors elle est un peu en baisse, un peu en recul apparemment. L'information reste quand même nécessaire, toujours et encore, évidemment. Alors les réseaux sociaux, forcément, il faut en parler. En parler. Utilisation croissante, mais une confiance toujours fragile. Ouais. Alors c'est un peu un paradoxe. On l'utilise, mais en même temps, on n'a pas vraiment confiance. Il y a une petite addiction. Alors je ne veux pas revenir sur les propos de la ministre, s'agissant des plus jeunes, mais on voit bien quand même. Il y a un usage qui continue à grandir. Alors même qu'on se dit, oh là là, il y a plus à perdre qu'à gagner sans doute à l'utilisation des réseaux sociaux. On va faire un rapide tour de l'état des lieux d'une certaine manière. Alors
toujours ce chiffre de plus de 90, 92% exactement des internautes interrogés déclarent utiliser les réseaux sociaux, vous le voyez, avec une liste que vous connaissez très très bien tous. Toujours notre Facebook. Alors Facebook toujours en tête, toujours c'est quand en même tête, étonnant. mais grignoté, grignoté d'année en année. Un vieux réseau, si j'ose dire. Grignoté d'année en année, on le voit par WhatsApp, notamment Snapchat, TikTok. Alors là, on est plus sur des populations plus jeunes, évidemment. Telegram aussi, qui augmente aussi. Alors là, c'est pas les mêmes populations, mais on a un tableau quand même qui bouge un petit peu au fil des années. Et puis l'introduction de YouTube, là, qui est effectivement évidemment un site extrêmement présent. Et voilà, avec tout ce qu'on sait, c'est-à-dire l'arrivée de la vidéo qui a un peu bouleversé aussi, évidemment, et la hiérarchie et les usages. J'ai un petit ralentissement. Voilà, les appels vers les ordinateurs pour que tout. Il y a un petit bug. C'est bon, Marie. Merci. Voilà. Super. Donc tu le disais, Olivier, on a une utilisation toujours plus répandue, on voit des réseaux de plus en plus utilisés, on vient de le regarder, mais alors là vous le voyez tout à l'heure, pour rappel, la confiance globale dans Internet c'est 44%, vous voyez la confiance dans les réseaux sociaux, elle est à 38%, donc on est encore en deçà du niveau de confiance globale d'une certaine manière, avec là une stabilité dans le temps, malgré l'usage qui continue à monter, qui est assez remarquable. Avec, alors, on a parmi les utilisateurs évidemment des populations qui sont un peu plus en confiance. On est plutôt là dans les catégories socio-professionnelles moyennes ou inférieures. Et puis les 35-49 ans, donc pas cette génération dont on parlait tout à l'heure, juste après, qui ont un niveau de confiance qui n'est pas non plus majoritaire, qui est autour de 45%, mais qui est plus élevé que la moyenne de la population. Alors, pourquoi cette confiance? Alors, publier sur les réseaux sociaux, c'est jugé encore plus risqué en 2024. Bon, effectivement, tu vas en parler. Mais alors, est-ce que c'est la crainte principale des Français sur les réseaux sociaux, dans l'utilisation des réseaux? Bien sûr, on le voit, c'est même en recul, et un recul assez net par rapport à 2023. 30% de confiance dans la publication sur les réseaux sociaux. On perd 8 points encore par rapport à 2023. Donc, on voit bien cette espèce de paradoxe, cet écart qui continue à grandir entre usage et confiance, notamment la publication sur les réseaux. Ça s'explique essentiellement, on va dire, par ce qu'on voit sur la droite, c'est-à-dire qu'il y a une crainte grandissante sur la protection des données personnelles sur les réseaux. Bon, ça a été abordé ce matin, mais évidemment, cette crainte, elle est de plus en plus forte et elle se répand quand même dans l'ensemble de la population, toute génération confondue. C'est important aussi, on parlait des plus jeunes tout à l'heure, eux aussi, aujourd'hui, sont quand même en alerte sur ces questions de protection de données personnelles. Au global, vous voyez, 40%, seuls 40% aujourd'hui, en dessous encore de la confiance globale dans le numérique. 40% nous disent que les réseaux garantissent la protection des données personnelles. C'est en recul de 5 points aussi par rapport à l'année précédente. Donc une méfiance quand même. On parlait de confiance minoritaire tout à l'heure. Là, on est presque en train de basculer dans la méfiance sur la publication, en tout cas, de contenu sur les réseaux sociaux. Et publier, c'est aussi une façon de se mettre en avant. Et peut-être que les gens ont peur de voir leur contenu détourné, repris, déformé, avec l'IA ou pas d'ailleurs. Donc il y a peut-être une volonté d'être observateur et moins mise en avant. Tout à fait. Alors là, on revient sur les premiers résultats que je vous ai montrés. Évidemment, le principal risque, enfin en tout cas celui qui arrive en tête et celui qui progresse, c'est l'usurpation de l'identité. Alors, on voit bien dans le contexte qui nous a été décrit auparavant sur toutes ces escroqueries, etc. Il y a cette crainte quand même majeure que quelqu'un pirate son identité personnelle, et c'est en augmentation de 4 points. Mais vous voyez, c'est pas la seule. On a quand même des chiffres élevés sur l'ensemble des risques. Le cyberharcèlement, abordé encore ce matin. Alors, la ministre disait, Laurent disait, il y a beaucoup de gens qui répondent en tant que parents, mais clairement, il y a eu beaucoup d'actualités autour de ça, et on le retrouve évidemment dans l'enquête. Et d'affaires tragiques qui se sont terminées tragiquement. Complètement. Le piratage de son compte aussi, 33%, vous le voyez. L'actualité, elle résonne énormément dans cette édition du baromètre, avec cet item très, très haut aussi, 31%, sur la diffusion de fausses informations. Les fake news, on va y revenir tout à l'heure, mais c'est un risque clairement identifié aujourd'hui par les internautes que nous avons interrogés. Et puis, l'exposition des enfants. Alors, 28%, c'est parce que tout le monde ne pense pas complètement à ses enfants, même si Laurent y pense pour nous. Tout le monde n'est pas parent. Avec des enfants âgés. Et vous voyez, on est quand même quasiment à 30% qui ont en tête aussi ce risque d'exposition des enfants. Vraie inquiétude, absolument. Alors,
du coup, la question qui se pose, c'est où en est-on aujourd'hui de la perception de l'anonymat, évidemment, sur les réseaux sociaux. Les choses sont l'anonymat, c'est un peu un nœud gordien, non? C'est un nœud gordien, Internet, on le voit. Parce qu'on veut se protéger, mais en même temps, c'est compliqué à gérer. Il y a un danger derrière, c'est à peu près le même pourcentage quand même, c'est moins un avantage. Ce qu'il faut en retenir quand même, c'est qu'aujourd'hui, une majorité très nette, 81%, qui se dessine sur l'idée que c'est un élément qui encourage tous ces comportements inappropriés et tous les risques qu'on a vus précédemment. Donc le nœud gordien est en train de se desserrer d'une certaine manière et de se résoudre autour de cette question du danger quand même aujourd'hui à susciter des comportements inappropriés. Alors face à ça, là, pour le coup, c'est allé trop vite. Il manque une slide. Le récupérer. Face à ça, que fait-on? C'est la solution. Que fait-on? La solution, là, vous le voyez, on a basculé dans une acceptation forte et, j'allais dire, toujours aussi forte de la vérification de l'identité. 88% nous disent oui, je suis d'accord pour qu'on vérifie l'identité personne inscrite sur les réseaux sociaux. 80% acceptent que leur propre identité soit vérifiée, et vous le voyez, le pseudonymat fait recette, puisque 81%, c'est le chiffre qu'on a là, disent oui, on est d'accord pour vérifier l'identité si le pseudonymat est conservé. Donc il y a quand même un consensus là face, encore une fois, au danger qu'on a en tête sur les réseaux pour aller vers la vérification de l'identité et quand même un pseudonymat, donc un peu une sorte de... Un peu résoudre le nœud gordien. Voilà, c'est un peu à la croisée des chemins. Mais c'est la solution qui sécurise et en même temps donne le sentiment qu'on n'a pas rogné non plus sur une forme de liberté individuelle. Gros chapitre cette année. Oui, et puis quand même une petite satisfaction pour le journaliste que je suis, une confiance surtout portée par les médias traditionnels, ça c'est pas mal quand même. C'est une des satisfactions du baromètre. Alors, il y a une nouvelle qui quand même, je tiens à vous montrer là, parce que j'avoue qu'on a été nous-mêmes assez surpris de ce résultat, avant de parler des médias traditionnels. Alors, regardez le chiffre, on a 63%, donc près de 2/3 de nos internautes qui déclarent s'informer via les réseaux sociaux. Il y a de bonnes choses sur les réseaux sociaux parfois. Il y a de bonnes choses. Voilà. Regardez quand même, 20%, c'est pas rien quand même, déclarent que les réseaux sociaux sont leur principale source d'information. 20%. Je vous laisse méditer. Il y a un silence, le silence s'installe. Bon. Alors pourquoi Parce qu'on nous dit c'est super, il y a plein de choses bien, on peut réagir, interagir, c'est pratique, ça va vite. Il y a de la diversité dans les points de vue, je tiens à le souligner aussi. 32%, c'est un tiers quand même qui disent s'informer sur les réseaux sociaux principalement parce que il y a de la diversité de points de vue, il y a des formats aussi très divers dans l'utilisation, et puis 31% quand même, l'information est plus libre et indépendante. On part de là, sur les réseaux sociaux. Gardons-le en tête. Et pour autant, malgré tous ces avantages qu'on vient de regarder ensemble sur l'information sur les réseaux sociaux, vous voyez quand même que quand on compare la confiance dans l'information qu'on trouve en ligne en général et dans l'information qu'on trouve sur les réseaux sociaux, il y a quand même un écart énorme, puisque 2/3 nous disent oui, j'ai confiance dans l'information que je trouve en ligne de manière générale, versus 41% qui ont confiance dans l'information qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Donc on trouve à peu près le même sentiment de méfiance à l'égard des réseaux sociaux, même si on se dit, pour 20%, je le rappelle, s'informer prioritairement et principalement sur les réseaux sociaux. Donc il y a vraiment toujours cette espèce de paradoxe très très fort que l'on retrouve sur la question de l'information aussi. Oui, puis il faut rappeler évidemment que les grands médias sont sur les réseaux en ligne sociaux et sur les réseaux sociaux aussi. Donc voilà, ce que je disais, il y a quand même parfois de bonnes choses. Et d'ailleurs, Laurent le disait tout à l'heure, il suivait Clara Chapas sur LinkedIn. Donc voilà, LinkedIn aussi, on peut trouver des choses intéressantes. Oui, aussi. Mais tu le rappelais, Olivier, quand on fait cette hiérarchie et quand même qu'on leur demande de classer par
ordre de confiance d'une certaine manière les différents médias. Vous le voyez, c'est quand même les médias traditionnels qui restent en tête de la hiérarchie de la confiance aujourd'hui. Les sites de médias en ligne, les comptes de médias traditionnels sur les réseaux sociaux, tu le disais tout à l'heure, les portails d'information de sites généralistes, etc. On a beaucoup de choses quand même. Et voyez le petit carré bleu qui est ici est beaucoup plus étendu dès lors qu'on parle de médias traditionnels que lorsqu'on est sur la fin de la liste, où là on va parler de médias alternatifs, de forums ou de comptes d'influenceurs qui est le dernier pour le coup, là, c'est vraiment, moyen d'information en termes de confiance. Ceci dit, et ça on le mesure dans d'autres études, vous le savez, des études sur la confiance dans les médias en général, vous en avez tous en tête. Ceci dit, cette confiance qui est quand même beaucoup plus élevée dans les médias traditionnels est un peu en recul depuis 2017. Je reviens sur notre temps long. On a évidemment traversé beaucoup de choses depuis. Vous le voyez, on est plutôt sur des baisses de 4 à 6 points sur l'ensemble de ces médias traditionnels. Les forums font plus 8, c'est une progression forte. Et les forums font plus 8. Alors, toujours avec cette idée d'interactivité, il y a de l'échange, il y a quand même de la conversation aussi, d'une certaine manière, qu'on ne va pas retrouver forcément sur d'autres types de médias. Mais c'est peut-être une réflexion effectivement pour les médias traditionnels. Exactement. Alors, je disais quand même méfiant sur ce qu'on va trouver comme info sur les réseaux sociaux. Plus globalement, en matière d'information en ligne, là aussi, risque perçu là aussi de manière assez importante, au premier rang desquels, j'y faisais allusion tout à l'heure, la désinformation et les fake news. Alors là, on a une trace forte de l'actualité récente qu'on a eue aussi. Actu géopolitique. Je rappelle qu'on est encore avant l'investiture du président américain, mais on est quand même dans ce climat où effectivement on a une actualité forte autour de ça. Et puis il y a eu beaucoup d'informations d'actualité autour de manipulations éventuelles par un autre pays, une grande puissance européenne de l'Est. C'est avant la Roumanie aussi, mais qui aurait manipulé aussi des infos. Il y a ce risque effectivement à l'esprit chez nos internautes interrogés. Deuxième risque, on retrouve quand même arnaque et escroquerie. On est toujours dans ce basculement entre il y a des risques sur le contenu et puis il y a des risques, pour moi, à titre personnel, d'être arnaqué et victime d'escroquerie. Il y a toujours un mélange, on va dire, de ces deux types de risques. On revient au risque contenu sur manipulation de l'opinion publique, par exemple lors d'élections, 39% quand même, c'est quasiment 4 sur 10 qui citent ce risque. Contenu dangereux pour les jeunes publics, 27%, cyberharcèlement, intimidation, 27% également, surinformation, 24%, prolifération des théories du complot, un quart quasiment, et puis inégalité, on parlait d'inclusion tout à l'heure, c'est pas le risque le plus perçu, mais c'est un risque quand même qui est présent à l'esprit, avec 14% des réponses. Là, il y a peut-être aussi un effet, d'ailleurs, Clara Chapaz le disait tout à l'heure, une technologie qui fait peur, l'IA, donc effectivement avec l'IA et toute la vague ChatGPT qu'on a vécue en 2024, ça se retrouve aussi certainement dans les chiffres. Des informations, fake news, et puis aussi sans doute un peu dans l'inégalité, la question de l'inclusion qui va effectivement poser question, on le reverra tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là encore, face à ça, d'une certaine manière, pour consolider la confiance dans l'information en ligne? Il y a tout ce qui permet de vérifier, en fait. Alors, c'est vérifier la source, l'émetteur, le fait que l'émetteur, la source soit connue, c'est la première réponse. C'est la base du métier de journaliste. Allez vérifier vos sources. Preuve de vérification via des outils, alors des codex, des codeurs du monde, etc. 31% également. La citation des sources. Alors, c'est un vrai sujet pour l'IA aussi, on le sait aujourd'hui, mais c'est déjà un sujet pour l'information en ligne de manière générale, 30%. Les chartes d'engagement, 25%. Et puis ensuite, on a des sources un peu moins, on va dire, efficaces. Ceci étant, vous le voyez, ça ne suffit pas. Il va falloir peut-être travailler sur d'autres leviers qui pourraient apparaître. On a vu parler de la double authentification, ça ne peut pas forcément marcher là, mais on a vu dans l'histoire du baromètre apparaître quand même des leviers qui donnent le sentiment de protection efficace. On n'est pas complètement là aujourd'hui sur l'information en ligne, puisque tous ces leviers sont cités certes, mais sont en recul, et en recul assez net quand même par rapport aux années 2017, comme on l'a vu sur la confiance globalement dans les médias, qui est quand même plutôt aussi en recul. Alors d'ailleurs, il y a une demande, alors je ne sais pas si c'est une utopie ou quoi, mais de dire que maintenant quand on utilise, certains médias l'ont dit, l'IA générative pour créer un article ou une information, une photo, il faut le mentionner.
fabriqué par une IA. Bon. Tout à fait. Alors, donc on est vraiment à la recherche, hein, c'est ce que traduisent ces chiffres, on est à la recherche aujourd'hui de preuves plus perçues comme plus consistantes, plus solides de la véracité des informations. L'IA. Voilà, l'IA, on y vient. Alors l'IA, on a un tableau qui évidemment est un petit peu différent, c'est quand même beaucoup plus nouveau, avec un usage là encore répandu, hein, c'est allé vite, on va le voir, mais un effet sur la confiance qui est peut-être plus clivant que ce qu'on a vu au tout début, notamment sur les réseaux sociaux. Le chiffre, c'est qu'aujourd'hui, on est à 70% des internautes interrogés qui répondent avoir déjà utilisé au moins une IA. Vous le voyez, 70%. Alors évidemment, on retrouve là le phénomène qu'on a vu précédemment, dans les années passées, sur l'usage des réseaux sociaux notamment. On a nos jeunes, alors là on parle des 15-34, vraiment des plus jeunes jusqu'aux jeunes actifs, qui sont quasiment à 100% utilisateurs de l'IA, c'est 92%. Donc l'usage est complètement, je vais dire, banalisé, évidemment, dans ces générations. Un rapport, une copie de français. On va le voir, il y a beaucoup d'usages perso encore dans l'IA, et ces générations sont encore évidemment dans un usage beaucoup plus personnel que professionnel, on l'imagine bien, même si on a des 30-35 ans. Même chose, usage quand même beaucoup plus fort parmi les catégories socio-professionnelles, supérieures cette fois-ci, avec 3/4 d'entre eux. Et vous voyez la courbe quand même. On part de 55 en 2019, on est à 70 aujourd'hui, donc on est sur une tendance. Bon, il y a eu un vrai palier en 2021. On reste vraiment sur une tendance haute sur l'usage de l'IA. Qu'est-ce que ça donne en termes de confiance? Mais encore écart entre usage et confiance, bien évidemment, mais vous le voyez quand même, pour la première fois. On a un chiffre majoritaire, 54% quand même, déclarent avoir confiance dans les techniques d'intelligence artificielle au sens large du terme, avec toujours nos 15-34 ans qui sont les champions de la confiance, les champions de l'usage et les champions de la confiance, avec 2/3 d'entre eux quand même qui nous disent que oui, ils ont confiance dans ces technologies versus 46% pas confiance. Ceci étant, on est sur des niveaux à peu près stables depuis le début. On va voir qu'il y a encore des craintes, ce qui fait que la confiance n'augmente quand même pas de manière exponentielle au fil des ans, mais en tout cas elle se maintient, ce qui est déjà un élément, on va dire, important. Ils ont peut-être confiance dans leur efficacité. Dans leur efficacité. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. On va regarder après sur les impacts de l'IA. Alors je l'ai dit, ça reste quand même encore assez mixte, privé, professionnel. 50% nous disent qu'ils utilisent l'IA dans le cadre de leur travail, 50% non, notamment, on le sait, les générations les plus jeunes. Peut-être ne le reconnaissent-ils pas. Voilà, usage croissant, mais confiance pour l'IA générative toujours limitée. Bon, alors là, on est un petit peu comme dans ce que tu disais depuis tout à l'heure, ce paradoxe. Paradoxe qui nous renvoie plutôt à ce qu'on a vu en matière de réseaux sociaux notamment, ou d'information en ligne, pour un peu aussi, en partie, les mêmes raisons. Alors, le chiffre de l'usage, en tout cas, c'est, vous le voyez s'afficher ici, 49%. Quasiment la moitié des internautes déclarent avoir recours à l'IA générative cette fois-ci. Et là encore, sans surprise, un usage qui est beaucoup plus fort et très largement majoritaire au sein des moins de 35 ans. Vous le voyez ici, c'est 87% des 15-24 ans et 77% des 25-34 ans. Donc là, je vais dire, ça y est, c'est rentré dans le quotidien et dans les mœurs de manière assez rapide, évidemment. 62% des ESP+, on sent un peu plus de tiédeur quand même. On est dans des catégories socio-professionnelles supérieures qui l'utilisent, on va le voir aussi dans le cadre professionnel, qui sont certes plus nombreux que la moyenne de la population, mais pas non plus du côté de la bascule, on va dire, des plus jeunes quand même dans l'usage de l'IA générative. Dans l'IA générative, il y a aussi alors après, c'est un savoir-faire qu'on acquiert petit à petit, mais l'écriture des prompts. Donc ça demande une maîtrise de l'écrit quand même pour avoir des prompts de plus en plus précis et des réponses en face. Et je crois que ça a été dit aussi tout à l'heure dans la vidéo notamment. Il y a un travail qui est en train de se mettre en place dans les entreprises aussi et dans les institutions pour apprendre à apprivoiser d'une certaine manière, à être formé. L'IA générative qu'on va retrouver ici, pour l'instant vous le voyez, majoritairement l'IA générative est utilisée à des fins
personnel, elle n'a pas complètement pénétré le niveau, le monde du travail, d'une certaine manière. 68% d'effets impersonnels, alors ça baisse, pourquoi ? Parce que par effet de vase communicant, c'est l'usage professionnel qui monte, vous le voyez, 19% plus 5 points, ou les deux, 13% avec plus 3 points. Donc on est en train de rééquilibrer d'une certaine manière les usages de l'IA génératif. Tu l'as dit tout à l'heure, Olivier, c'est important. Il y a une chose qui est très claire, qui est majoritaire, vous le voyez, 60%, et qui est en augmentation. Parmi eux, ceux qui utilisent l'IA générative à des fins professionnelles, il faut que ce soit clair. Et donc 60% nous disent qu'ils sont transparents et qui indiquent l'avoir fait. Donc il y a quelque chose qui est en train aussi de se diffuser. C'est un usage qui monte, mais un usage qui s'accompagne. Il y a moins de tabous, on a moins l'impression de tricher. On se dit c'est un outil efficace, donc je peux l'affirmer, alors qu'avant on avait l'impression d'être un tricheur. Et ça renvoie quand même à tout ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire cette espèce quand même de sentiment qu'il y a des risques, qu'il y a des risques de manipulation, qu'il y a des risques de désinformation, qu'il y a des risques de ce qu'on veut, et puis ça a été dit tout à l'heure, des risques d'hallucination maintenant, c'est un mot qu'on entend beaucoup mais qui sont réels. Donc la position de la majorité, c'est de dire ok on le fait, mais on le dit d'une certaine manière. Il y a une sorte de MeToo de l'IA. Maintenant, on a le droit de l'affirmer. Et ça a été abordé aussi par la ministre tout à l'heure. On a quand même des craintes fortes qui expliquent aussi que la confiance dans l'IA générative ne franchit pas non plus de paliers très importants, contrairement à l'usage. Notamment sur l'emploi en général. C'est la première ligne que vous voyez ici. Quand on demande à nos internautes est-ce que l'IA générative est un danger pour l'emploi, vous le voyez, la réponse est oui à 60%. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une majorité qui craint vraiment les conséquences de l'IA générative sur l'emploi en général au niveau macro en France. Quand on parle de son propre emploi, les choses sont plus balancées. C'est à même niveau, une opportunité ou une menace. En même temps, ça renvoie à ce qu'on vient de dire. Il y a déjà des utilisateurs, il y a déjà des gens qui voient pour leur propre travail l'opportunité que ça représente et qui mesurent aujourd'hui que les menaces ne sont peut-être pas aussi fortes que ce qu'on pouvait imaginer. Donc on est à la croisée des chemins d'une certaine manière, s'agissant sur le niveau individuel. Par contre, sur le niveau macro, la crainte, elle est là. Elle est vraiment là et elle est alimentée aussi par les débats, évidemment, régulièrement. Après, il y a peut-être une dichotomie entre les utilisateurs et ceux qui se sentent menacés selon le secteur, au niveau où ils se trouvent, se sont peut-être moins concernés. On parle de son menace. emploi quand on est utilisateur soi-même dans certains secteurs et dans certaines fonctions, on va dire. On a vu tout à l'heure, c'est quand même plutôt des CSP+. Donc on est plutôt sur des populations d'usagers cadres, évidemment, dans les entreprises qui, du coup, ont un peu de recul et savent que ça peut être une addition, d'une certaine manière, à leur emploi plutôt qu'une disparition ou une suppression. Une menace, Alors, qu'est-ce que fait l'IA générative en termes de confiance ? Est-ce que c'est un levier ? Est-ce que ça produit mécaniquement de la confiance ? La réponse, c'est pas vraiment. Vous le voyez. En tout cas, ça ne produit pas plus de confiance dans l'information sur les réseaux sociaux. 29% nous disent que oui. Avec l'usage croissant de l'IA générative, on a confiance dans ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. 29% seulement, vous le voyez. Là encore, petite exception de nos 25-34 ans qui, eux, majoritairement disent oui, ça y est, avec l'IA générative, ce qu'il y a dans les réseaux sociaux, c'est bien. Je peux y aller les yeux fermés, en confiance. C'est pas énorme, mais c'est quand même majoritaire chez eux, les 25-34 ans. Et vous voyez, nos 15-24, il y a peut-être quelque chose d'intéressant là. C'est qu'eux, ils sont moins positifs, moins affirmatifs que les un peu plus âgés. Seulement 38% disent qu'ils peuvent avoir confiance dans l'info sur les réseaux sociaux avec le développement de l'IA générative. C'est un peu mieux. L'effet de l'IA générative sur l'info dans les médias et la confiance dans l'info dans les médias est un peu meilleur. 40% disent avoir confiance dans l'info dans les médias traditionnels avec le développement de l'IA générative. C'est un petit plus 4 aussi. Ça monte un petit peu. À suivre dans les années prochaines. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ceux qui utilisent l'IA pour leur boulot sont transparents et le disent. La réponse là aussi est massive. La très très large majorité des internautes interrogés, 83%, nous disent qu'ils veulent être systématiquement informés quand sur Internet ou sur les réseaux sociaux on fait usage de l'IA générative. Donc il y a vraiment une forte attente, une forte exigence de transparence.
que ce soit à titre professionnel dans le cadre de son boulot ou plus généralement en termes d'information. Ça vaut pour tous les sujets. Je pense qu'on n'a pas posé la question sur la communication, par exemple, de vos entreprises, à vous tous, mais très clairement, on a aujourd'hui des Français, citoyens, consommateurs, clients, qui s'attendent à ce qu'on nous dise exactement comment ça a été fait, y compris en termes de communication. Ce que je disais, c'est peut-être un vœu pieux, mais bon, à voir. Alors, la banque, la confiance dans la banque progresse de nouveau. Ben, vas-y. Et on a besoin de leviers, vous l'avez compris, on a encore des doutes, des craintes, etc., des risques qui sont quand même très identifiés, donc on cherche vraiment ces leviers. Il y a un levier fort qui se dessine quand même dans les acteurs, en tout cas du côté de la banque, vous allez le voir, la confiance progresse de nouveau. Aujourd'hui, je vais aller rapidement sur le graphique, du côté droit, en haut à droite, on est à la fois dans un usage très élevé et dans une confiance haute, et plus haute que la confiance globale moyenne qu'on a vue tout à l'heure, et l'acteur qui passe devant. C'était le cas l'an dernier déjà, donc ça se confirme, la banque devant l'administration en ligne, enfin pour les usages en ligne, pardon, les usages numériques. Alors pourquoi ? L'e-banking, et on va regarder tout de suite pourquoi. Alors déjà, en termes de, tout simplement à plat, vous voyez le chiffre, 70% nous disent qu'il n'est pas risqué de consulter ses comptes bancaires en ligne ou via des applications mobiles. Compte tenu de tout ce qu'on a vu en tout début sur les risques d'escroquerie, etc., c'est une victoire, une belle victoire, j'allais dire. Regardez l'évolution, on a gagné quand même encore 5 points entre 2023 et 2024. Du coup, on a un résultat qui dépasse tous les niveaux depuis 2016. Dans ce contexte, encore une fois, de doute et d'interrogation. La double authentification, clairement. On va regarder. On a toutes ces nouvelles méthodes d'identification au moment de payer notamment qui marchent. 71% s'en disent satisfaits, 70% se disent rassurés. C'est plus fort de dire je suis rassuré que je suis satisfait. C'est plus 3 points avec, vous le voyez, là encore, nos générations de 25-34 et des catégories socio-professionnelles un peu plus inférieures qui se disent même plus satisfaits que la moyenne. Et voilà levier qu'on a isolé tout à l'heure, qui était le numéro 1 et qui, là encore, se voit confirmé. 71%, plus de 7 sur 10, nous disent qu'il n'est pas du tout risqué et que donc on a confiance dans le paiement avec double authentification quand on a à faire un paiement. Vous le voyez, là encore, j'ai indiqué tout à l'heure la partie la plus intense de la réponse. C'est le pas du tout risqué qu'on voit en bleu foncé ici. C'est quasiment 4 sur 10. Ça nous dit que c'est pas du tout risqué. Donc on y va vraiment l'esprit tranquille et quasiment les yeux fermés. Autre levier fort. Donc l'identification, effectivement, ça va être, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objet de la seconde table ronde, la question de l'identité numérique, et évidemment, et des moyens de certifier ou d'authentifier son identité, d'en faire la preuve. Et on le voit là, France Connect en tête, et les solutions bancaires qui séduisent. Effectivement, on va en parler lors de la seconde table ronde, puisqu'on aura des invités pour en parler. Tout ça nourrit quand même la place qu'on a vue très haut et très en confiance pour l'e-banking. C'est qu'on voit se dessiner des solutions. Alors France Connect reste le compte unique d'identification le plus utilisé. On est sur l'usage ici. Vous le voyez, 62%, plus 3 points, déclarent avoir déjà ou utilisé déjà France Connect au quotidien. Mais vous voyez qu'on a beaucoup d'autres acteurs, l'identité numérique bien sûr, et puis tous les autres, avec une progression d'ailleurs sur l'identité numérique qui continue à gagner des usagers cette année. La confiance, on parlait beaucoup tout à l'heure, État, souveraineté, lors de l'intervention de la ministre. Clairement, on a un tableau qui se dessine, qui est très clair ici. Oui, on a confiance dans les solutions gouvernementales, et c'est très clair, 77% ont confiance dans un fournisseur d'identité gouvernementale, comme France Connect ou européen d'ailleurs, avec un 33%. Là encore, un tiers de tout à fait confiant. Donc il y a une confiance solide qui s'est installée. Très net, Mais vous le voyez, on a aussi des outils bancaires qui sont... P-Connect, on va en parler, absolument. Qui suscitent
de la confiance quasiment au même niveau, par un 73%, consortium de banques, absolument. Notamment Biconex, et puis le système d'identité numérique de la Poste, qui encore suscite 63% de confiance, avec ce 21% de tout à fait confiance. Donc on a là vraiment des acteurs vraiment porteurs de confiance, et beaucoup plus on le voit que les derniers. Je ne vais pas y revenir, c'est un sujet dont on parle beaucoup ces jours-ci. Les fournisseurs d'identité comme Facebook, Google, etc. Enfin, qui sont quand même qui sont à 50%, mais qui sont quand même, on le voit, assez décrochés par rapport aux autres solutions gouvernementales et bancaires. Autre vraiment levier plébiscité par les Français, c'est l'identité numérique certifiée. Cette fois-ci, ça reste utile, vous le voyez, pour 70%, car cela permet d'améliorer la sécurité des échanges et des transactions sur Internet. 70%, c'est une majorité très large. 30% nous disent que c'est inutile. Il y a toujours ce petit côté qui frotte sur les libertés publiques et l'anonymat, mais on voit que c'est une minorité de 30% aujourd'hui. On est sur des chiffres stables depuis 2023, mais qui avaient beaucoup augmenté, rappelons-le, dans les années 2020, au début des années 2020. Vous le voyez là encore, nos générations de 25-49 ans ont vraiment basculé dans l'utilité totale, puisqu'ils sont quasiment 80% à estimer que c'est utile. Alors, les technologies, derrière tout ça, c'est ça. Quelles sont celles qui, encore une fois, créent la confiance et marchent? Double authentification à nouveau en tête. Nouvel item, on n'a pas de rappel, mais très clairement, il prend la première position dès son entrée dans le classement, donc 81%, c'est quasiment unanime, avec ce débat. 34% même de tout à fait confiants dans la double authentification. On en a encore beaucoup qui marchent. Empreinte digitale, 74%, le code secret, 73%, et puis on a encore reconnaissance faciale et empreinte oculaire et carte d'identité électronique à 65-66%. Il y a des petits reculs, vous le voyez, mais ça s'explique aussi par l'arrivée très très forte de la double authentification. Et le code secret, on en parlera aussi. Il y a peut-être une sorte de lassitude, entre guillemets, parce que c'est complexe à gérer. On multiplie les codes secrets, on multiplie les comptes sur les différents sites, et effectivement, ça pose un problème. Donc, on parlera d'ailleurs des solutions France Connect, bien sûr. Il y a une question de praticité d'usage qui est évidemment déterminante aussi. Bien sûr. Et encore une fois, de réassurance. C'est facile et ça rassure. Justement, sur la confiance dans les services, vous le voyez, on a parlé d'usage tout à l'heure, mais la confiance, elle est là. Et elle est très forte aussi dans les services comme France Connect, France Identité. Alors, c'est des services vraiment perçus comme étatiques, gouvernementaux, avec le tampon de l'État. Services de l'État présents sur France Connect, comme Amélie, Impôts.gouv, etc. Ou identité numérique certifiée par l'État, comme France Identité. Beaucoup plus, vous le voyez, là, la barre, on pourrait la tracer entre les deux premiers et les deux derniers. Beaucoup plus, vous le voyez, que l'identité numérique fournie par un acteur mondial. Pas revenir sur tous nos débats, ou par un acteur privé français. Il ne suffit pas d'être français ou européen. Le côté étatique, gouvernemental, public fonctionne à plein sur ce type de sujet. On le voit ici. Et pour finir, on a ce résultat quand même très encourageant. Sujet qu'on abordera aussi tout à l'heure. Au cours de la seconde table ronde. Encore relativement nouveau pour le grand public, très clairement. Et vous le voyez, même s'il est encore récent, on a déjà une majorité, 58%, qui se dit prête à remplacer l'usage des documents d'identité classiques au profit d'un portefeuille d'identité numérique. Et vous le voyez, c'est particulièrement vrai parmi nos 25-34 ans, 70% quasiment de réponses positives, 35-49 ans, 64%, et la population masculine à 63%. Donc clairement, là, on a une aspiration quand même à aller, encore une fois, vers une solution qui porte de la sécurité, de la réassurance et de la confiance, finalement. Et de la praticité, parce que stocker les documents numériques, pouvoir les envoyer, les expédier sur demande, etc. Bon, évidemment, il faut un portefeuille pour les stocker avec une sécurité. Voilà. Donc il y a aussi toujours ce souci de praticité. On avait envie de s'arrêter là-dedans parce que c'est une bonne conclusion, je pense, de tout ce qu'on a vu ce matin. On a encore en tête des risques. En même temps, on se sent quand même un peu plus, au courant et à l'aise avec des moyens qui sont mis à notre disposition. On a une confiance dans ces moyens et dans ces solutions techniques qui quand même est forte et qui plutôt progresse dans le temps. Et on est prêt à aller encore un peu plus loin, y compris sur des nouveaux services comme celui-ci. Delphine, merci beaucoup.